Bonjour à tous, bienvenue dans ce 20e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu. Je suis Gary Cover. Et je suis Gurz. Cette fois-ci, alors on vous retrouve pour le dernier épisode qui est dédié au Nouvel Ordre Jedi, puisque on a fini de tout résumer, enfin. Enfin, on va finir de tout résumer. Voilà, on va finir de tout résumer, donc là c'est vraiment vraiment la fin de l'histoire. On continuera dans les prochains épisodes avec la suite, logiquement. Et donc on va voir en fait les bouquins aujourd'hui, normalement de 13 à 19. Donc ça va être un gros morceau. Surtout que le dernier livre est vraiment très conséquent en termes de résumé. Il représente à peu près un cinquième, voire un quart de tout ce qui sera fait sur l'épisode aujourd'hui. Donc ça promet d'un épisode Ça va être assez conséquent. long. Voilà. Alors, au sommaire, on va commencer par quelques petits correctifs. Donc, on nous a indiqué que oui, on savait qu'il y avait eu un petit cafouillage sur la mère de Kat Skywalker dans un des épisodes précédents. Je ne sais pas si c'est l'épisode précédent ou si c'est il y a un ou deux épisodes en arrière, je ne me rappelle plus. Où on avait confondu Morrigan Cord et Céleste Morn. Donc effectivement, donc, la mère de Kat Skywalker, c'est Morrigan Cord, et Céleste Morn est une Jedi qui va traverser plusieurs arcs de l'univers de Star Wars. Donc l'Ancienne République, la République et après, en fait, qu'on peut retrouver dans les BD Vector. C'est trois bouquins. Mais en fait, elle sera endormie, cryogénisée, ou en transe, elle va se débrouiller. La faible. Voilà. On nous a demandé... Elle fait pas 300 ans comme certains. Non. On nous a demandé également de voir si on pouvait faire des rubriques sur la sortie des romans, BD ou différents goodies autour de l'univers Star Wars. Concrètement, aujourd'hui, non. Parce que ça représente énormément de boulot et déjà les résumés en eux-mêmes font beaucoup de choses, prennent beaucoup de temps pour résumer un bouquin, c'est entre une demi-heure et 1 heure. Donc, voire des fois pour l'épisode 19 pendant 1h30. Presque 2 d'ailleurs. Presque 2. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très gros à faire rien que sur l'histoire. J'exclus pas la possibilité de le faire. Parce plus que tard, sans doute. Voilà, quand on aura des épisodes un peu courts, plus courts, une fois qu'on aura fini, on va dire ce qui est connu, l'histoire connue, et qu'on abordera éventuellement des points spécifiques sur des peuples ou des personnages qui ont des histoires assez intéressantes, rien ne nous empêche effectivement de faire plus de recherches, parce que là le boulot est moins conséquent, donc sur des épisodes qui sont beaucoup plus courts théoriquement. Ça va dépendre vraiment des bonhommes de qui on parle. Donc pourquoi pas. Donc pour l'instant on n'y pense pas trop, mais c'est faisable, à savoir qu'il y a déjà pour la sortie de tout ce qui est roman BD le très bon site Star Wars Universe qui a une rubrique normalement sur prochaine parution qui est généralement assez complète, puisqu'il référence non seulement les dates de sortie mais également tout ce qui est les éditions, la langue, ce qu'on peut avoir si on veut les sorties en VO, il me semble. Et sinon, une petite dédicace à Zariat que j'ai rencontré hier à la Japan Touch Haru, donc qui était un événement autour de la Japanimation, plus ou moins autour de la Japanimation sur Lyon. Voilà, on s'est rencontrés, on a discuté 2 minutes. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le Nouvel Ordre Jedi. Capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça. Alors, on commence cette histoire. Continue en fait, voilà, le Nouvel Ordre de Jedi. Avec le 13e bouquin, donc le Traître. Qui est un bouquin Il y a toujours un traître. qui est un bouquin très particulier que j'ai beaucoup... Il m'a quand même suffisamment marqué, qui est écrit par Matthew Stover, et je vous conseille réellement, les bouquins Star Wars de Matthew Stover sont généralement très très bons, qui insistent beaucoup sur l'état psychologique de la personne, et le bouquin est vraiment génial à lire.
Alors, donc, Jacen Solo est prisonnier à bord d'un vaisseau de Vong Formation. Donc, la Vong Formation, c'est la terraformation, mais pour les Yuuzhan Vong. Et donc, il est bien vivant, mais il est constamment soumis à l'étreinte de la douleur et il n'a plus aucun repère temporel. Donc, l'étreinte de la douleur, c'est une sorte d'appareil de torture Yuuzhan Vong. Vergéré lui rend souvent visite pour discuter. Elle lui parle en énigme et Jacen ne sait pas trop s'il doit lui faire confiance ou non. Elle va lui révéler que c'est une Jedi, enfin en tout cas qu'elle peut utiliser la Force et qu'elle va le priver de Force. C'est vrai que Verja est un personnage toujours particulier. On ne sait jamais vraiment ce qu'elle veut. Même par la suite, où on sera quasiment certain que c'est une Jedi, son statut sera remis en cause dans l'héritage. Dans l'héritage de la Force, qu'on verra dans quelques mois. Donc petit à petit, Jacen s'adapte à la douleur, de l'étreinte de la douleur justement, et commence à comprendre la philosophie des Yuuzhan Vong. Vergéré va lui implanter une sorte de graine d'origine Yuuzhan Vong qui va lui permettre de ressentir les Yuuzhan Vong. Donc il sera coupé de la force, mais il va gagner une sorte de nouvelle capacité à ressentir les Yuuzhan Vong. Nom Anor travaille également avec Vergéré dans le but de rallier Jacen à leur cause. Ce qu'ils veulent, c'est décourager les habitants de la galaxie et les forcer à suivre le Jedi en épousant, on va dire, la cause des Yuuzhan Vong. Oui, c'est clairement un instrument de propagande. Tout à fait, même si au final, ils vont tous mourir puisque les Yuuzhan Vong sont vraiment xénophobes. Bien sûr, Jacen, il n'est pas d'accord. Et même privé de la force, ça reste un Jedi. Il va soudoyer le Duriam, donc c'est un truc à peu près équivalent au Yamosk, qui a pour but de diriger la Vong Formation en fait, de Coruscant. Il passe un marché donc, avec le Duriam en échange de sa protection. Le Duriam l'aide et lui en échange, il le protège en tuant les autres Duriam. Parce qu'en gros, il y a une sorte de sélection qui est faite parmi les Duriam, donc le plus résistant, le meilleur va servir et les autres seront jetés à la poubelle. Donc là, le but, c'est d'en choisir qu'un seul. À un moment, Jacen fait une tentative d'évasion, il déclenche un incendie à bord du vaisseau, il élimine plusieurs Yuuzhan Vong, et pendant sa tentative d'évasion, il va sombrer petit à petit du côté obscur, parce qu'il sera en colère pour plein de raisons, parce que déjà il est prisonnier à la base. C'est Vergéré qui va le sauver et qui lui rappelle que même sans la force, donc il reste un Jedi, ce qu'il était. Enfin, il le savait plus ou moins, mais du coup, c'est plus qu'il reste un Jedi dans le sens il doit rester du côté lumineux, même s'il n'a plus la force. Et il renonce à trahir le Duriam, parce que c'était quand même son projet initial, et il sombre dans l'inconscience. Et il se réveille sur Coruscant, qui a été modifié en Yuuzhan'tar, donc la planète mère des Yuuzhan Vong, et il est de nouveau capable d'utiliser la force. Enfin, la nouvelle planète mère des Yuuzhan. La nouvelle planète mère des Yuuzhan Vong. Le maître modeleur, donc son nom on s'en fout complètement, faut dire qu'il y a un maître modeleur, en charge de la Vong Formation de Coruscant, envoie ses guerriers pour tuer Jacen, même si à la base le Seigneur suprême, donc Shimra, voulait le sacrifier à la gloire des Yuuzhan Vong. Lui, il dit non, c'est ma planète, c'est moi qui gère, donc je veux le buter. Voilà. Oui, puis bon, il sait que le type est dangereux, je veux dire, il veut s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, quoi. Tout à fait. Jacen et Vergéré s'enfuient, mais du coup, le Jedi se perd dans les méandres de Coruscant, puisque du coup, la planète a été un petit peu modifiée, et il reconnaît pas, il sait pas vraiment se situer. Même si j'imagine que de base, ça doit pas être super évident de se situer sur Coruscant. Mais si, t'es juste à côté du bâtiment là, mais ils sont tous les mêmes merdes, il y en a trop. Il va suivre une vision d'Anakin qui va le conduire dans l'estomac d'une gigantesque créature qui digère lentement les gens qui n'ont pas pu s'échapper de Coruscant. Comme au sens, c'est une sorte de sarlac. Eh ben ouais, je pense que ça doit être un cousin. C'est le cousin du sarlac. Donc Jacen est aussi en proie au côté obscur parce que bon, il est toujours un peu en pétard. Il tue plusieurs personnes qui allaient être digérées. Alors à la fois on peut dire que c'est un acte de charité, mais en même temps il les tue un peu froidement. Et il cède progressivement à la folie. Par chance, discuter avec son frère
décédé, j'entends, hein, le ramène dans un état de lucidité relative. Lui aussi, il voit des morts partout. Vergeret finit par le retrouver, mais elle est suivie par un homme Amor. Un homme Anor, j'ai toujours du mal avec son nom. Et quelques guerriers. Voilà. L'exécuteur, lui, va suivre en fait les ordres de Shimra. Il va traiter le Jedi, enfin plus ou moins, c'est-à-dire qu'il va le considérer comme étant quelqu'un d'important. Peut-être trop, puisqu'il va le considérer comme étant l'incarnation d'un des dieux jumeaux Yuuzhan Vong. Il va aller jusqu'à lui rendre son sabre laser. Alors, on sent que c'est bien sûr de la manipulation, de dire tu es comme nous, tu peux nous faire confiance. Et donc en preuve, il lui rend le sabre laser d'Anakin. Et Jacen l'accepte et promet de répandre la culture Yuuzhan Vong parmi les vestiges de la Nouvelle République. Mais Ganer Rizod a entendu des rumeurs comme quoi Jacen aurait été vu sur Coruscant. Alors là, l'autre question, c'est comment des rumeurs, sachant que Coruscant est quand même occupé par les Yuuzhan Vong, les vaisseaux... Et qu'il n'y a rien qui passe, quoi. Voilà, il n'y a rien qui passe. Je vois pas comment les rumeurs auraient pu passer. À moins qu'il y ait des systèmes de communication qui fonctionnent encore, mais j'ai quand même des doutes. Mais vu que c'est vraiment que les systèmes de communication Yuuzhan Vong qui peut être au courant de ça et qu'il n'y a pas de... Je veux dire, de passage des modes de communication Vong aux autres, c'est vrai que c'est étrange. Oui. Je suis pas sûr. Donc, du coup, je suis complètement perdu. Donc, Ganer Rizod a entendu des rumeurs et tout comme Leia, il est convaincu que Jacen n'est pas mort, même s'il y a eu la grosse perturbation de la Force au moment de l'arrivée du groupe sur Apes. Jaina, elle est convaincue que son frère est mort puisque le lien de force qu'elle avait avec lui a été rompu. Afin d'empêcher Jaina de sombrer du côté obscur, Ganer décide de partir à la recherche de Jacen en espérant que Jacen arrivera à la ramener dans le droit chemin parce qu'elle a quand même perdu 2 frères et elle aussi commence à sombrer un petit peu du côté obscur. Ouais, les jumeaux sont pas... Oui, ben voilà. Guidé par la force, donc il se rend sur un vaisseau prisonnier Yuuzhan Vong. Et là-bas, il y rencontre Jacen, beaucoup plus puissant que dans ses souvenirs. Et Ganer est d'ailleurs capturé. Il est à ce moment-là, vu qu'il a été plus ou moins capturé par Jacen, pour lui, Jacen est un traître. Sauf que Jacen va lui expliquer qu'en fait il joue la comédie, que les Yuuzhan Vong le considèrent comme la réincarnation de leur dieu et qu'au lieu d'être son bourreau, parce qu'à la base c'était Jacen qui devait exécuter Ganer, ils vont tous les deux se sacrifier entre guillemets avec Ganer afin d'atteindre le cerveau central de Coruscant. Donc l'idée en fait du sacrifice, c'est surtout qu'ils vont rentrer dans le puits du Duriam qui est censé les dévorer, mais ils vont esquiver, on va dire entre guillemets, ils vont esquiver les dents. Pour pouvoir atteindre le Duriam. Une fois que leur plan est arrivé, une fois qu'ils ont réussi à mener leur plan, Jacen séduit le Duriam et Ganer Rizod lui va affronter des vagues et des vagues de Yuuzhan Vong pour lui donner... il séduit, il fait une sorte de lien avec le Duriam pour discuter avec lui, quoi, parce que séduit, on va pas dire qu'il le drague. Non, ouais, voilà. Il va le convaincre plus précisément. Donc Ganer va affronter des vagues et des vagues, des centaines de Yuuzhan Vong. C'est un massacre, à tel point que les Yuuzhan Vong vont avoir peur de l'affronter, parce que ils n'ont jamais vu un Jedi affronter autant de guerriers Vong en même temps et s'en sortir vivant. Bah, c'est surtout qu'ils y sont allés un par un. Devant 30 fiertés, il a réussi à les abattre. Ouais, un par un, pas vraiment, mais... Au début, ils y vont quand même un par un. Oui, puis quand ils se font tous battre, ils y vont 2 par 2, puis après 3 par 3. Voilà, jusqu'au moment où, effectivement, les... Ils voient bien que ça marche pas. Voilà, que Ganer finisse par se faire tuer parce que même si c'est un Jedi qu'il est très puissant, il peut pas non plus repousser des armées. Faut dire lui tout seul. Pour survivre du coup à cet assaut des Vong, il a quand même, il a réussi à fusionner avec la Force. Ah oui, c'était. Il pouvait pas aller plus haut que ça, quoi. C'était le. Voilà. Jacen réussit à
à convaincre le Duriam, qui va du coup, on va dire, corrompre la Vong formation et faire croire aux Vong du coup que ça a complètement échoué et que Coruscant n'est pas vivable pour eux. Et il va s'échapper avec Vergéré à bord d'une navette que Nom Anor gardait sous le coude en cas de pépin. Voilà. À noter qu'à partir de ce moment-là, Ganner deviendra une légende parmi les Yuuzhan Vong. C'est même un dieu, quoi. Voilà, oui, de toute façon, il sera élevé au rang de dieu. Les Jedi sont de manière générale considérés comme des êtres déjà très puissants, mais alors lui, il est loin au-dessus des autres. Capitaine, les chances de survie dans l'assaut direct d'un croiseur interstellaire. La ferme. On entame le tome 14, La Voie du Destin. Donc Yann et Anne et Leia se rendent sur Bastion pour des négociations. Donc Bastion, c'est la planète capitale de l'Empire à ce moment de l'histoire, pour des négociations en vue d'une alliance entre la Nouvelle République et les vestiges de l'Empire. Pellaeon ne voit pas l'intérêt de cette alliance, donc déjà les négociations partent mal. Côté République, toujours au niveau politique, Cal Omas se présente à la présidence, et étant donné que la situation Jedi est assez compliquée du fait que certains Jedi sont poursuivis par les Yuuzhan Vong et que certaines planètes sont même attaquées parce que les Jedi s'y trouvent des fois, Luke trouve un compromis dans la création d'un conseil Jedi qui serait composé pour moitié de membres de l'État. C'est-à-dire qu'en gros, qui est étrange quand même. C'est étrange, mais c'est un bon compromis pour remettre en place un conseil Jedi et assurer à la République le fait qu'ils ne seront pas, que les Jedi ne seront pas complètement autonomes et incontrôlables. Voilà, donc c'est juste une histoire de rassurer, mais généralement ça se passera assez bien, même si effectivement c'est assez bizarre. Les renseignements de la République signalent que le Seigneur suprême Shimra se rend sur Obroa Sky, donc l'ancienne grande bibliothèque de la République. Jaina décide d'organiser une embuscade avec plusieurs autres Jedi. L'attaque réussit, mais Shimra n'est pas à bord des vaisseaux. Alors, c'est très résumé, mais c'est ça. Jacen, qui s'est donc enfui de Coruscant avec Vergéré, arrive sur Mon Calamari. Il envoie un appel dans la Force pour signaler sa présence à ses proches. Et de son côté, Shimra, lui, fait le point avec ses généraux, parce que même si l'invasion se déroule bien, parmi les humiliés, certains commencent à vouer un culte aux Jedi, notamment Jacen et Jaina, parce qu'ils représentent les dieux jumeaux, Ganner Rizod pour son exploit sur Coruscant, et Anakin Solo, puisque c'est un Jedi qui a racheté l'honneur d'un humilié, et du coup ça force le respect, on va dire. Et le maître de Nom Anor, Hugh Skell, est envoyé tuer Cal Omas. Alors on va le voir 2 fois, Hugh Skell, donc faut pas forcément le retenir. Mais en gros, il y a un assassin qui est envoyé pour tuer Cal Omas. A noter que Cal Omas n'a pas encore été élu. Oui, puis bon, de toute manière, même s'il a battu, ça sera un autre qui prendra sa place. Je veux dire, ça me semble un peu bizarre d'abattre un candidat à une présidence. Ça dépend, parce que là, c'est le seul candidat qui est en faveur des Jedi. Ouais. Donc là, à ce moment-là, si ça peut être une manœuvre politique pour écarter les Jedi. Ça prouverait quand même que les Yuuzhan Vong sont quand même bien au courant de la politique étrangère. Ils ont des espions, de toute façon, ils ont des espions. En menant une enquête auprès des humiliés, Nom Anor aperçoit Onimi. Donc Onimi, c'est le bouffon de Shimra, qui rejoint Nemim, et il se rend compte qu'il mène des recherches hérétiques. En gros, qu'il cherche à compléter le 8e cortex. Donc finalement, il se pose la question, est-ce que Shimra est réellement un élu des dieux ? Puisque lui-même, enfin Shimra, j'entends, mène des recherches hérétiques. Sur Mon Calamari, donc Jacen est accueilli
par les siens, alors que Vergeret subit un interrogatoire des services de renseignement de la République, ce qui est normal. Et Marajan manipule les politiciens pour assurer l'élection de Cal Omas, ce que je trouve particulièrement vicieux de la part d'une Jedi, parce qu'elle influe directement sur la politique. Mais pas de Marajad. Mais de Marajad, moi j'ai envie de dire que ça passe. Par la suite, elle empêchera un attentat Vong contre Cal Omas, donc juste avant son élection. Donc on confirme l'élection donc de Cal Omas au poste de président de la République. Et Akbar revient sur le devant de la scène, puisque même si en étant très vieux, il propose un plan pour affronter les Yuuzhan Vong. Alors le plan, on le connaîtra pas tout de suite en détail, mais l'idée c'est surtout de former des nouveaux pilotes, parce que tous les jours il y a des nouveaux pilotes qui rejoignent les escadrons de la République, mais ils ont généralement pas le temps de se former, ils se font tuer dès les premiers combats. Donc l'idée c'est de former les nouveaux pilotes avec des attaques sur des cibles faciles durant à peu près 3 mois, puis après lancer une attaque une sorte de piège de plus grosse envergure, avec cette fois des pilotes formés et qui pourront affronter plus facilement les Yuuzhan Vong. Plusieurs Jedi sont promus chevaliers, parmi lesquels donc Jaina, Jacen et Tahiri. Certains vont intégrer des escadrons pour aider à la coordination via les pouvoirs de la force et à la formation des pilotes, notamment Jaina qui est une membre officielle de l'armée de la République depuis plusieurs... L'escadron des soleils jumeaux. Voilà, c'est ça. Escadron Rogue qui du coup a été renommé, il me semble. Je sais plus. Enfin bon, elle est toujours quand même chef de son escadron. Quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, elle est même chef de son escadron, il me semble. Ouais. Donc pendant les 2 premiers mois, le plan d'Akbar c'est un succès, puisque les victoires s'enchaînent, les pilotes sont formés assez rapidement. Et lors d'une réunion avec des scientifiques, les scientifiques justement expliquent qu'ils sont parvenus à isoler un gène exclusif aux Yuuzhan Vong et qu'ils ont créé une arme bactériologique qui cible ce gène. Bien sûr, Luke s'oppose à ce type de massacre, puisque ça n'est absolument pas la philosophie des Jedi. C'est clairement un génocide. Ah oui, non, puis là surtout que en gros en 4 semaines ça éradique les Yuuzhan Vong, hein, donc c'est vraiment très violent comme... Et surtout que ça fait aucune distinction, c'est tue tous d'un coup. Ah oui, gentil ou méchant Yuuzhan Vong, il n'y a pas de distinction. Donc Luke s'y oppose, mais Cal Omas soutient ce plan. Et c'est Vergeret qui va saboter le plan. Alors le plan, c'est le plan Alpha Rouge, hein, qu'on reverra plus tard. Donc, même si le plan est saboté, en fait, ils ont perdu leurs données, mais pas tout. Et en gros, ça recule l'échéance de 4 mois, le temps de reproduire de nouveau du gaz, parce que c'est c'est un poison, quoi. Ouais, voilà, de reproduire le poison, ça reprendra à peu près 4 mois. Elle est capturée, mais elle va s'enfuir et Jacen va l'aider à se cacher. Du coup, Cal Omas il est contraint d'utiliser le plan d'Akbar et la bataille aura lieu sur la lune d'Ebak 9. Donc des Jedi serviront d'appât. Les Yuuzhan Vong arrivent en nombre. L'escadron des soleils jumeaux doit défendre la lune pendant que la Nouvelle République piège les routes hyperspatiales de fuite avec des mines. Alors, à mon avis, c'est très résumé, parce que ça m'étonnerait qu'un escadron seul arrive à affronter une flotte Yuuzhan Vong sans se laisser déborder. Mais donc je pense qu'il n'y avait pas que les soleils jumeaux. Je pense que les soleils jumeaux étaient aux commandes. Mais à mon avis, 12 pilotes à eux seuls ne peuvent pas repousser une flotte. Même si c'est des Jedi. Une fois les mines installées, les renforts donc, de la République se rendent sur Ebak 9 et c'est une victoire, pas écrasante, mais c'est une victoire grâce notamment au lien mental des Jedi. Tsavongla envoie une partie de sa flotte se réfugier à Coruscant, de façon à ce qu'elle ne soit pas détruite dans la bataille. Pas de bol, la flotte va tomber sur les mines et sera complètement détruite. Et il ordonne le débarquement au sol. D'ailleurs, Nom Anor en profitera pour s'enfuir en tuant son maître. Hugh Skell qu'on a vu plus haut. Comme quoi, on pouvait l'enlever de l'histoire, il ne servait pas à grand chose. Pour porter secours à sa sœur, Jacen part tout seul sur Ebak 9. Et Vergeret va se sacrifier en faisant exploser les entrées des tunnels,
en tuant les Yuuzhan Vong donc à la surface de la Lune, mais en fermant la plupart des tunnels. Finalement, c'est Jaina qui va tuer le maître de guerre Tsavongla en duel. Shimra convoque de nouveau ses généraux. Il ordonne que Nom Anor soit retrouvé et tué. Il sait qu'il a trompé les dieux en déclarant que cette invasion était leur volonté. Et il espère que Nemim parviendra à compléter le 8e cortex avant que quelqu'un se rende compte que c'est un gros menteur. Bouh, le vilain. Pas beau. Je le répète souvent, tu es le Jedi le plus doué que j'ai jamais rencontré. Merci, Excellence. Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi, Anakin. Plus puissant même que Maître Yoda. On enchaîne avec une mini-trilogie, donc les Hérétiques de la Force 1, c'est le tome 15. Hérétiques de la Force 1, les vestiges de l'Empire. Donc là, le chevalier... Qui sont vraiment le nom, hein. C'est vraiment le nom des vestiges. C'est pas juste une façon de parler. Oui, voilà. Alors, la chevalier Jedi, Sabah Sebatine, découvre que son monde, donc c'est Barab 1, parce que c'est une Barabelle, découvre que son monde a été détruit. En voulant se venger, elle détruit un vaisseau qu'elle avait jamais vu. Mais elle se rend compte trop tard qu'il s'agissait d'un vaisseau de prisonniers. Oui, prisonniers de qui? De prisonniers... c'est un vaisseau du Yuuzhan Vong avec des prisonniers d'accord. de son monde à elle. Donc en gros, elle a tué une bonne partie de la population de son monde. Depuis la bataille de Borleias qui a eu lieu donc on avait vu dans le dernier bouquin de l'épisode précédent, dans le livre 12, la Nouvelle République a été renommée en Alliance Galactique pour faire sécession avec l'ancienne politique, tout ce qui était corrompu et ce qui n'allait plus. Afin de planifier un assaut massif, Cal Omas envoie plusieurs délégués pour renouer le contact avec des planètes qui n'ont pas donné signe de vie depuis un moment. Pendant que une délégation Jedi part à la rencontre de Pellaeon pour la seconde fois. La délégation Jedi sera dirigée par Luke et elle va profiter, on va dire, du voyage vers Bastion pour retrouver Zonoma Seko. L'intuition de Luke va d'ailleurs les conduire dans les régions inconnues, mais plus tard. Ils arrivent sur Bastion. La planète est attaquée par les Vong. Alors ils peuvent pas intervenir parce qu'ils ont qu'un seul vaisseau. Luke contacte Pellaeon et lui indique quel est le vaisseau qui contient le Yamosk. Ce qui permet quand même de donner un bon avantage à l'Empire. Bastion évacue vers Yagaminor pendant la bataille. Donc Pellaeon est gravement blessé, il est soigné par une guérisseuse Jedi pendant que Jacen négocie avec le Moff de Yagaminor. Sur ordre de... parce Pellaeon était un peu dans le coltard, donc c'était le Moff de Yagaminor qui était en charge de l'Empire, en fait, de la flotte. Mais sur ordre de Pellaeon, la flotte part pour Borosk, afin d'éviter que les Yuuzhan Vong les suivent justement sur Yagaminor. Je dis trop de fois Yagaminor. Anne, Leia, Kalenda, qui je ne sais pas du tout qui c'est, Jag et Jaina se rendent sur Galantos. Sur place, ils sont reçus par un FIA qui est au service du sénateur. En attendant un FIA ? C'est une espèce ? Ouais, c'est un FIA, c'est une espèce. En attendant de voir le sénateur, enfin le gouverneur, Tairi se promène en ville et elle trouve une relique Yuuzhan Vong. Et s'évanouit. Alors, la relique était dans l'hôtel de la délégation de l'Alliance Galactique. Alors, je sais pas pas trop ce que d'entendre par une relique, hein, parce que j'en ai pas lu le bouquin expressément pour ça. Mais apparemment, elle s'évanouit. Jaina et 2 pilotes des soleils jumeaux partent en reconnaissance vers Enzot, la planète des Yevetas. C'est un peuple qui a un très lourd passif avec la Nouvelle République. Et ils se rendent compte que la flotte des Yevetas, qui était quand même très puissante, a été complètement détruite. Jag enquête de son côté sur ce qui est arrivé à Tairi et il découvre la relique Yuuzhan Vong. À ce moment-là, il reçoit un message d'un inconnu qui conseille à la délégation de l'Alliance de quitter la planète assez rapidement. Et pour confirmer ça, Jaina revient dans l'espace de la planète Galantos, poursuivie par des Chorus Keepers, dont elle sortira victorieuse du combat.
Tu deviens pas chef d'escouade comme ça. Hein. Ah bah oui, non mais faut que t'assures un minimum. Bon, elle sera aidée quand même par une petite frégate, mais bref. Peu après, Anne Par une petite regard, et 2 destroyers. Ouais, bah, tu m'étonnes qu'ils sont sortis. Peu après, Anne, Leia, Tahiri rencontrent le mystérieux messager, un Rin, qui les prévient que les Fia sont alliés aux brigades de la paix. Faut savoir que les Fia étaient les ennemis héréditaires des Yevetas, et qu'en s'alliant aux brigades de la paix, ils se sont directement alliés aux Yuuzhan Vong, et c'est les Yuuzhan Vong qui ont détruit les Yevetas. Donc très vite, ils quittent Galantos à destination de Bakura. Nom Anor se cache parmi les humiliés et il découvre en fait qu'ils vénèrent les Jedi et notamment qu'ils prennent pour exemple Voirapung, donc c'est l'humilié que Anakin avait aidé à retrouver son statut, enfin son honneur on va dire. Suite à une attaque des troupes Vong, il y a beaucoup d'humiliés qui se font tuer et il y en a quelques-uns qui arrivent à s'en sortir et du coup il prend une nouvelle identité, il se fait appeler Yusha le prophète pour diriger vraiment les humiliés qui vénèrent les Jedi. Quitte à être pourchassé par l'un des plus puissants bonhommes de la galaxie Vong. Autant que ce soit pour une bonne raison. Autant être protégé derrière une bonne centaine de personnes. Voilà. Les Vong attaquent la planète Galantos donc d'ailleurs le faucon s'échappe de justesse. Et sur Borosk, donc c'est là que la flotte de la impériale est allée. Jacen coordonne la flotte impériale grâce à ses pouvoirs de Jedi. Un vaisseau de prisonniers arrive, donc très similaire au vaisseau que Sabah Sebatine avait croisé plus tôt. Donc d'ailleurs, je pense qu'il était là juste pour qu'ils sachent à quoi ressemblait un vaisseau de prisonniers. Ouais. Il y a des chances. Luke met au point un plan pour s'introduire dans le vaisseau et libérer les prisonniers. Plan qui fonctionne. Et ils arrivent à remporter la bataille. Ça marque un tournant dans l'histoire de la galaxie car Pellaeon va faire rentrer du coup l'Empire dans l'Alliance Galactique. Même si les autres impériaux sont pas super contents. Oui, mais bon, vu que c'est lui qui fait un peu tourner le truc... Voilà, c'est ça. Disons qu'il dirige un peu le truc, quand même assez... c'est assez strict, hein. Je veux dire, il dit quelque chose, les autres ont pas trop grand-chose à dire. Hein. C'est un grand amiral, alors c'est le mec le plus gradé de l'Empire, ils peuvent pas faire grand-chose. Faudrait un empereur au-dessus. De leur côté, Luke, Mara, Sabah, Jacen, Dani, la scientifique, partent dans les régions inconnues à la recherche de Zonoma Seko. Vous avez fait la guerre noire? Eh oui, autrefois j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père. Alors, Nouvel Ordre de Jedi 16, l'hérétique de la Force 2, les réfugiés. L'expédition donc à la recherche de Zonoma Seko se rend sur la planète Moonlalio Mafir, où Zonoma Seko aurait été aperçu il y a plusieurs années. Et d'ailleurs, des créatures mutantes assez agressives sont même apparues lors des modifications de champ de gravité. Parce qu'en fait, il y avait 2 peuples à la base, et il y a une sorte des mutants qui sont apparus quand... on n'a pas peu de questions sur comment et pourquoi. Hein. Voilà. Non, mais il y a des mutants qui sont apparus quand Zonoma Seko était là, parce que du coup, ça perturbait la gravité de la planète. Pourquoi pas? Je suis pas biologiste. Là-bas, ils reçoivent un Moi, message... pour le peu que je le suis, non. Mais, c'est pas, on n'a encore jamais subi ce genre de truc. Hein. Voilà. Là-bas, ils reçoivent un message de l'espace Schiss, les autorisant à circuler librement. La xénobiologiste qui était avec eux... alors, là aussi, autre question, pourquoi ils ont une xénobiologiste? Je sais pas. Parce qu'ils ont toujours des xénobiologistes avec eux. Voilà. Je sais pas, c'est fait partie de alors, l'entretien de base. faut savoir que quand ils sont repartis de Bastion, enfin de Borosk, ils ont avec eux des troupes impériales. À savoir ce qu'ils appellent une xénobiologiste. Hein. Oui, c'est peut-être juste une biologiste. Ce que je veux dire, on appelle la xénobiologie, c'est la biologie des trucs étrangers, mais ils sont dans un truc où tout est bizarre.
Du coup, est-ce qu'on peut vraiment différencier quelque chose qui est... Non, je suis pas certain. Donc, la fameuse xénobiologiste qui les accompagne estime que les bases de données SHIS peuvent se révéler très instructives. L'autre expédition, composée donc de Han, Leia, Jaina, Jag, Tahiri, et apparemment tout à l'heure il y avait Kalenda, mais je sais pas où elle est passée. Disparu. Voilà. Magie. Arrive sur. Oui, parce qu'on va pas donner les noms à chaque fois, on va faire ça l'équipe de Luke et l'équipe de Han. Donc ils arrivent Essayez sur de suivre, Bakura. quoi, bordel de merde. Ils arrivent sur Bakura. C'est le bordel, réellement. Alors, parce qu'en fait, les Yevetas qu'on avait vu tout à l'heure apparaissaient dans d'anciens bouquins. Là, on va revenir sur le bouquin Trêve à Bakura. Alors attention, préparez-vous, c'est pire que Game of Thrones. Ah voilà. Alors, les Bakurans souhaitent s'allier aux Pwex. Cherchez pas, c'est Pwex. Je salue aux Pwex, donc les anciens esclaves des Siruks. Mais le Premier ministre a été capturé par des terroristes, dont le chef des terroristes a été capturé. Le Premier ministre des Pwex ou des Bakuran? Le Premier ministre de Bakura a été capturé par des terroristes anti-traités qui veulent pas qu'il y ait de l'alliance, mais le chef de ces terroristes vient d'être capturé. Jusque-là, c'est assez simple. On va passer maintenant à Nomanor. Lui, il continue de se faire passer pour un prophète et il découvre parmi les nouvelles sympathisantes à sa cause la servante du haut prêtre Harar, et il va décider de se servir d'elle pour obtenir des informations fraîches en utilisant un Vilip. Donc en gros, la servante de Harar va introduire lors des réunions avec Shimra un Vilip dans la pièce de façon à ce que Nomanor puisse suivre l'actualité, on va dire, comme le journal télévisé. Et donc il se rend compte que Shimra perd peu à peu de son autorité et qu'il s'apprête à attaquer l'espace Schiss, ce qui est une grave erreur. Les Schiss sont très puissants. Les schistes, c'est les Russes. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça en plus, je pense. Ces mecs sont lointains, on s'occupe pas trop d'eux, mais on évite de les emmerder. L'équipe de Luke se rend sur Scylla, la capitale Schiss. Ils reçoivent l'autorisation de consulter la base de données Schiss pendant 2 jours. Passé ce délai, ils devront quitter l'espace Schiss. Sur Bakura, donc le Premier ministre qui avait été capturé s'est échappé et il revient à son palais. Tahiri est contacté par le Rin qui les avait contactés sur Galantos, qui va leur donner des accès permettant à Jaina d'interroger la leader terroriste qui s'appelle Malinza. Retenez le nom parce qu'on va en parler beaucoup, du moins dans ce bouquin. Donc Jaina va interroger la leader terroriste Malinza, qui est en réalité innocente, puisque elle est plutôt pour le traité. Donc c'est pas elle qui a fait capturer le Premier ministre, elle est pour le traité. Et en fait, c'est les manifestations qu'elle a organisées étaient plutôt pour le départ de la République. Parce que la dernière fois que la République s'est pointée, c'était le bordel aussi. Voilà, mais voilà. Jaina aide Malinza à s'échapper et elles sont toutes les deux recherchées. Le leader des Pwex arrive sur Bakura. C'est un Siruk, mais on s'en fout. Donc il arrive sur Bakura, lourdement escorté, ce qui inquiète Han et Jag, qui se tiennent prêts à agir. C'est un peu bizarre qu'ils viennent avec une si grosse escorte pour juste un traité de paix. Dans les régions inconnues, après quelques péripéties politiques inintéressantes du point de vue de l'histoire globale, les recherches dans la base de données Schiss se poursuivent et Jacen va finalement trouver, avec l'aide de Win Fell, alors c'est Win plus loin Fell, hein, c'est la sœur de Jacques Fell, fille du baron Sountir Fell et de Sial Antilles. Donc Jacen, avec l'aide de Win et de Dany, découvre l'emplacement de Zonomaseko, et qu'en fait il fallait surtout chercher non pas une juste planète vivante mais un satellite, puisqu'ils ont découvert que Zonomaseko se trouverait non loin du système de classe Ephemera. En recherchant Jaina, donc on revient sur Bakura, en recherchant Jaina, Tahiri et le Rin vont trouver une preuve que le Premier ministre n'est pas ce qu'il prétend. Là encore, petit cafouillage politique, puisque les vrais terroristes qui ont donc probablement enlevé le Premier ministre sont menés par le vice-Premier ministre,
qui veut faire exactement la même chose que le Premier ministre, c'est-à-dire signer le traité de paix, mais il veut que ça soit lui qui le signe et pas le Premier ministre, de façon à s'en attirer tous les honneurs. C'est pour ça qu'il voulait écarter le Premier ministre, ce qui est hautement débile, mais pourquoi pas. La sauve des gorilles. Donc les vrais terroristes capturent Jaina et Malinza. Le vice-premier ministre a posé une bombe sous les gradins qui doivent accueillir les délégations de Bakuran et des Pwex. Grâce à la force, Jaina parvient à se libérer. Comment il arrive à se dire qu'après avoir tué la moitié des personnes des délégations, il va se dire bah tiens, après je vais réussir à récupérer le truc et ils vont être d'accord encore pour son signer le objectif traité. c'était juste de capturer le Premier ministre pendant la signature du traité, de façon à ce que ce soit lui qui le signe. Oui, mais je veux dire, il pose une bombe quand même, le bonhomme. Ah oui, non, mais j'avoue, sur Bakura, des fois, ils sont un peu cons. Donc, Jaina parvient à se libérer et met le traître hors d'état de nuire. Leia et Anne, qui sont prévenus à temps, évacuent les gradins, sauf le Premier ministre, qui est resté sur les gradins et qui explose avec la bombe. On va savoir pourquoi, mais voilà. Ils ont tous eu le temps, sauf lui. Le vice-premier ministre est donc arrêté et Jaina retrouve Tahiri sous les décombres, toujours vivante. Mais elle ressent une sorte de vide dans la force, comme si Tahiri devenait Yuuzhan Vong, à cause des modifications qu'elle a subies. Les Pwex, malgré l'explosion de la bombe, terminent leur rituel visant à faire de Bakura leur allié. Et aussitôt, les Siruks attaquent massivement. Donc les Siruks, qui sont les anciens maîtres des Pwex et les anciens ennemis de Bakura. La bataille est assez costaud. Elle révélera que le Premier ministre était en réalité un androïde aux ordres des Siruks. Il va rejoindre le chef Siruk, donc qui commande la flotte, mais le chef Siruk n'est autre qu'un Yuuzhan Vong déguisé. La bataille est gagnée, le traité est signé. C'est le bordel. Oula. J'ai jamais vu un truc aussi bordélique. Bon, après, c'est vrai que c'est un résumé, donc du coup. Tout ça pour ça. Ouais, enfin, on va dire que les manipulations. On a surtout l'impression que c'est histoire d'occuper une certaine partie des personnages. On leur fait faire ça, mais finalement, ça aura que très peu d'impact en fait sur la suite. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Eh bien, qui s'amène, je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noix. Donc, de nouveau, Nouvel Ordre Jedi, épisode 17, l'hérétique de la Force 3, réunion. Sur Coruscant, nomme Anor donc continue de se faire passer pour le prophète et de plus en plus d'humiliés se rallient à sa cause. Il prédit que ces derniers retrouveront leur honneur. Il est espionné par une prêtresse pour le compte de Shimra, mais c'est en réalité un double jeu. En fait, c'est la servante de Harar, mais qui fait croire à Shimra qu'elle l'espionne, mais en réalité, Shimra, elle dit à Shimra que y a tel ou tel bonhomme qui sont du côté des humiliés, et Shimra les fait exécuter. Mais en fait, c'est Nom Anor qui tire les ficelles, puisque du coup, ça élimine ses rivaux. Sur la planète Onadax, le groupe de Han rencontre Droma, donc le Rin qu'on avait vu, qui avait remplacé Chewbacca un temps en tant que copilote de Han Solo, qui leur indique que plusieurs centres de communication qui desservent les régions inconnues sont attaqués par les Vong. C'est un gros problème puisque Luke et son équipe y sont justement, et il ne faudrait pas qu'ils perdent le contact. Tahiri de ce côté a de plus en plus de problèmes avec sa personnalité Vong qui tente de prendre le dessus, et donc Jaina l'aide du mieux qu'elle peut. Le Faucon Millennium arrive aux stations de communication, mais les Vong les pilonnent déjà. Heureusement, Pellaeon arrive à la tête d'une flotte et engage le combat. Han et Leia se rendent au sol à la recherche d'un traître qui aurait indiqué l'emplacement de la base aux troupes Yuuzhan Vong, et les troupes Yuuzhan Vong débarquent au sol, bien sûr. Tahiri réussit à sortir de sa torpeur. Sa personnalité Vong a complètement fusionné avec elle. Autant dire que ça ne servit pas à grand chose, si ce n'est que maintenant elle possède un peu plus de connaissances Vong. Et elle va se servir de ses connaissances pour distraire le commandant de la flotte Vong, offrant donc un petit avantage aux impériaux, puisque ça sera un peu le bordel dans la flotte. Au sol, Jaina est blessée, Han et Leia ont démasqué le traître, et la bataille dure encore un moment, mais c'est une victoire.
Luke et son équipe trouvent finalement Zonoma Seko sous le feu des Yuuzhan Vong. Les habitants de la planète, donc les Feroan, parviennent à éliminer les Yuuzhan Vong. Les Jedi, enfin la troupe des Jedi, débarquent sur la planète et ils y découvrent une végétation luxuriante, très loin de tout ce qu'ils avaient pu rencontrer jusque-là. Ils comprennent rapidement que Zonoma Seko est le nom de l'esprit de la planète, enfin que Seko est le nom de l'esprit de la planète, alors que Zenoma est le nom de de l'astre en lui-même. Mais les Jedi ne sont pas les bienvenus à cause des différents problèmes causés par l'ordre Jedi au cours des années, notamment avec Vergéré, Anakin et Obi-Wan. Obi-Wan ? Obi-Wan, oui. Parce qu'en fait, Obi-Wan et Anakin se sont rendus là-bas quand Anakin était le padawan d'Obi-Wan. C'est dans le bouquin Planète Rebelle que vous pouvez lire, mais sans plus. C'est sympa, mais ça apporte pas grand-chose à l'histoire, si ce n'est qu'on voit Vergéré et les Yuuzhan Vong pour la première fois. Mais qu'ils n'ont pas le nom de Yuuzhan Vong. Plusieurs Feroan sont hostiles à la présence des Jedi, et ils vont d'ailleurs attaquer le groupe de nuit et capturer Daniki. L'esprit de la planète décide d'apparaître à Jacen sous les traits de Vergéré et à Luke sous les traits d'Anakin Skywalker, petit garçon, donc le même qu'on a connu dans l'épisode 1. Après une longue discussion, la planète accepte d'aider la République et de se rapprocher de Mon Calamari, puisque c'est une planète qui peut se déplacer. Et sur Coruscant, la prêtresse qui travaillait pour Nom Anor est démasquée et tuée, privant donc Nom Anor de sa source d'information. Voilà. Après, il y a quelques trucs qui sont pas précisés, c'est vrai que dans le résumé, mais il me semble, alors c'est vraiment de mémoire, que lors de la bataille d'un des centres de communication, les Mandaloriens arrivent pour repousser les Yuuzhan Vong, et que le chef mandalorien n'est autre que Boba Fett. Alors pas avec la même armure que celle qu'il utilise en tant que chasseur de primes. C'est le tome suivant, ça. Ah ouais Toi, tu le vois dans le tome suivant ? Ouais. Bon, bah alors je me suis planté. Ma mémoire est complètement pourrie. Et bah du coup, je vais te laisser faire le tome suivant. Je viens chercher quelqu'un. Chercher ? Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Et je vais m'occuper des 2 derniers tomes, en commençant par le tome numéro 18, l'ultime prophétie. Alors, la bataille pour libérer Coruscant est proche et les tactiques de Wedge Antilles ont en fait porté leurs fruits, et les chantiers navaux du coup de Fondor ont été repris, ainsi que Yagdul et Tifera. La prochaine cible est donc Bilbringby, avec d'autres chantiers navaux. Voilà, les vestiges de l'Empire, notamment avec Gilad Pellaeon, proposent du coup leur aide pour cette attaque. Nashoka, qui est devenu qui est maître de guerre Yuuzhan Vong, a développé du coup une arme capable de brouiller l'Holonet, qui est le système de communication de l'Alliance, ce qui leur apportera un sacré avantage dans les batailles à venir. Bah, le même que quand ils brouillent le Yamosk. Exactement. Ça va être le bordel. Alors du coup après on a la maîtresse modeleuse Nemnin et sa disciple Kelaquad qui travaillent toujours du coup sur le 8e cortex pour Shimra. Mais Nemnin a bien mieux à faire, en fait elle s'occupe surtout d'un nouveau vaisseau qui a été découvert sur Coruscant, qui met à la fois les technologies humaines, enfin on va dire plutôt mécaniques, à celle de Yuuzhan Vong. Du coup il y a un vaisseau moitié machine, moitié biologique. Nemnin est du coup lorsque Shimra le découvre, il la nomme officiellement chargé du coup d'étudier ce vaisseau qui pourrait prévenir de la véritable Yuzantar, qui est du coup la planète d'origine des Yuuzhan Vong, et qui se pourrait être Zonoma Seko. Pourtant le Seigneur suprême Shimra est un peu effrayé par Zonoma Seko et affirme que la planète vivante a été détruite depuis longtemps, et que les Yuuzhan Vong n'y sont jamais allés depuis que les dieux les ont façonnés. Nemnin, elle, est en total désaccord. Elle soupçonne du coup les Yuuzhan Vong d'y être déjà retournés, et notamment sur Zonoma Seko. Ce qui est le cas.
Elle fera la rencontre en fait du grand prêtre Harar, qui l'informe que le prophète des honteux se nomme Yusha, diffuse une prophétie. Celle-ci du coup raconte que les humiliés retrouveront un jour leur honneur et la paix lorsque Zonoma Seko se présentera à eux. C'est donc une prophétie assez importante. Namine qui désire absolument se rendre du coup sur Zonoma Seko, vu qu'elle est piquée par la curiosité, mais en l'ignorant totalement où elle se trouve. Du coup, le prêtre va proposer à Namine de rencontrer le prophète des Yusha, parce qu'il se dit que s'il y a quelqu'un qui doit bien savoir où se trouve cette planète, ça peut bien être le prophète. Et du coup, Namine monte une expédition pour aller le rencontrer. Sans l'acceptation du coup de Shimra. Le but d'Harar, donc du prêtre, c'est quand même de révéler ainsi la tutrice de Shimra pour prouver en fait qu'il a assassiné son prédécesseur, Quoréal. Parce que je le vaux bien. J'étais obligé. Qui du coup, lui, se serait opposé à l'invasion de cette galaxie selon les dieux en fait. L'Alliance Galactique reçoit un message du prophète des humiliés depuis Coruscant. Celui-ci du coup demande l'aide en fait des Jedi pour retrouver Zonoma Seko. Malgré une méfiance totale de la part de Yann et Leia, Teiri Vela, qui a déjà rencontré plusieurs humiliés sur Dagobah, les croit. Elle est persuadée que du coup ils sont bons et qu'ils veulent vraiment juste retrouver Zonoma Seko. Du coup elle part avec Corran Horn pour aider du coup le prophète des honteux à rejoindre Zonoma Seko. Ils vont se poser du coup sur Yuzantar grâce aux informations de Nam Anor, qui est le Yusha. Voilà. Où elle va y rencontrer justement le Yusha. Mais Corran a beaucoup de mal à faire confiance à Taïri, étant donné qu'elle est en partie Vong. Et aussi à tous les autres Vong qui vont les accompagner lors de cette expédition. Qui vont être du coup le prêtre et Namine. Qui les accompagnent également pour Zonoma Seko. De l'autre côté, l'Alliance lance enfin l'assaut sur Bilbringi. Les flottes de l'Empire et de Mon Calamari attendent du coup le signal qui est censé leur envoyer Wedge Antilles. Les forces ennemies sont bien plus grosses que prévu et visiblement les communications ne passent plus. Donc la nouvelle arme a été lancée. Anne et Leia, qui remarquent bien vite que les communications sont mortes, font tout pour essayer de rejoindre la flotte impériale afin de demander qu'ils lancent l'assaut. Vu qu'ils ne pourront pas obtenir de signal qu'ils sont censés recevoir pour lancer l'assaut. Ce qui est embêtant. Surtout pour les plans de Wedge, visiblement il avait l'habitude de faire ce genre de choses. Cependant, les Yuuzhan Vong craignent vraiment un piège de la part de l'Alliance, notamment qu'ils affrontent Wedge et ils savent qu'il a l'habitude de poser des pièges. Donc ils commencent à se retirer en grande partie, mais laissent une armée Vong pour affronter du coup ce qui reste du coup de l'escadron de Wedge qui était déjà parti. Ils sont un peu l'Alliance est un peu au son ombre, mais l'escadron des Soleils Jumeaux vient à leur secours et pour les soutenir du coup dans le combat. De l'autre côté, les deux Jedi et les Yuuzhan Vong arrivent enfin sur Zonoma Seko et Namine y découvre des plantes très similaires à celles de leur monde d'origine. Taïri finit par devenir la disciple de Corran Horn, ce qui lui fait beaucoup plaisir. À qui, à Corran ou à Taïri? À Taïri. D'accord. Nomanor, qui est toujours le type qu'il est, il vaut une occasion de retrouver sa place et contacte Shimra pour les trahir. Encore? Ce type trahit tout le monde, je comprends même pas qu'on puisse encore lui faire confiance une seule seconde. Mais dis-moi, c'est une vocation. C'est le gars, c'est le boulot, traître. Shimra, du coup, lorsqu'il comprend qu'il s'est fait trahir par Namine, va nommer son apprenti qui est la Quad maîtresse modeleuse.
qui du coup va lui dire exactement qui s'est fait trahir par Nemlin. Du coup, il fait enfin confiance à Nom à mort et envoie un vaisseau pour l'évacuer. Finalement, du coup, le prophète Yusha Namior et tous ces noms de fous là va tuer Nemlin et tout en lui volant du coup un virus qu'elle avait avec elle, capable de détruire Zonoma Seko. Mais bien sûr, on vient sur une planète qu'on a super envie de visiter avec un virus pour la détruire. Oui, mais c'est parfaitement logique. Mais oui. C'était Vong. Bon sang. Écoute, on se fait une pizzeria ce soir. Je prends une bombe atomique pour la. Je sais pas, des fois que l'addition soit trop salée. Voilà, c'est ça. Teheri finit par découvrir la modeleuse en train de mourir, qui lui révèle du coup que Nanium n'est prophète n'est en fait qu'une seule et même personne. De son côté, du coup, Nam Anor arrive à rejoindre le système d'hyperpropulsion de la planète. Oui, je sais, c'est super bizarre. Mais le fait est que c'est comme ça. C'est magique. Et il injecte du coup le virus qu'il a piqué sur Namine. Et il arrive à s'échapper. Vaisseau Young, Vaisseau Vong arrive et ces guerriers du coup vont attaquer les 2 Jedi et les et ce qui reste du coup des Yuuzhan Vong. Des Yuuzhan Vong. Ils sont secourus du coup par l'ombre de Jade avec à son bord Luke, Jacen et Sébatine. Quelqu'un s'appelle vraiment Saba Sébatine? Oui, c'est la Barabelle qu'on a vue tout à l'heure. Ah je sais pas, on l'aimait pas. Pour donner un nom pareil. Quoi qu'il en soit, Nom Anor arrive encore à s'enfuir en prenant du coup le vaisseau des Vong. Et la planète, du coup perturbée par le virus, s'enfuit en hyperpropulsion. L'assaut sur Bilbringi se finit assez mal pour l'Alliance et du coup ils tentent à tout prix de s'enfuir en arrivant de peu à détruire les interdicteurs. Donc pour mémoire, Donc, les interdicteurs, ça empêche de passer en hyperespace. Voilà. Donc s'ils les détruisent pas, ils peuvent pas s'enfuir. Donc ils arrivent à les détruire une extremis et s'enfuient à peu près tous. Anne et Leia vont du coup mettre en place un système de courrier pour établir les communications, enfin pour les rétablir, disons, pour pallier au manque de communication. Et c'est Lando Calrissian qui va essayer de faire des recherches pour lutter contre cette technologie. Alors lui, on l'a pas vu depuis 2 ans. Et le gars il débarque, salut et tout, je suis chef de projet technologique. Bon d'accord. Et du coup pendant que la guerre se finit, toujours son Zoma Seko apparaît du coup au Jedi Seko justement, qui leur dit qu'il a réussi du coup à survivre au poison injecté par Nom Anor, mais qu'il ignore où est-ce qu'il se dirige. Toutoum. Non, Alderaan est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est impossible. Préférez un autre objectif? Un objectif militaire? Alors dites où est la base? Et enfin, dernier livre de Nouvel Ordre Jedi, volume 19, La Force Unifiée. Donc la guerre est désormais sur le point de s'achever. Tout le monde le sait qu'on en arrive à la fin. Tout doit se finir. D'autant plus que Zonoma Seko vient enfin de bouger. Et donc ça risque de changer pas mal de choses. Suite à son échec sur Fondor, Malik Kar, chef de guerre Yuuzhan Vong, n'est plus que le chef de la prison de Selvaris, qui détient du coup de nombreux prisonniers de guerre, dont Page et Kraken. Tous dont sont assez reconnus et estimés parmi les prisonniers. Et du coup, c'est à eux qu'on envoie du coup un message de la part d'un Rin qui se fait passer pour un otage. Il s'agit en fait d'une équation qui va être mémorisée par plusieurs personnes qui vont tenter de s'enfuir, et c'est finalement un Janet qui arrive à s'enfuir après avoir perdu du coup 3 compagnons lors de son évasion. Il va réussir à rejoindre du coup le Faucon Millennium, tout juste arrivé, et file sur Controm pour mettre cette information en lieu sûr. Un convoi du coup regroupant de très nombreux prisonniers va être conduit sur Yuuzhan Tar. Il doit donc être intercepté. Donc le message, c'est une équation. Ouais, qui dit qu'en fait va y avoir un conduit de prisonnier.
C'est en fait une information codée sous forme d'équation. Ok, donc ils filent ça à des mecs qui sont en tôle pour espérer qu'ils arrivent à sortir pour transmettre le message. Je me demande pas la logique de la chose. Non mais... On est sur un bouquin Star Wars, la logique n'est pas court. On l'a prouvé, je pense, depuis un petit moment. Ouais. Sur l'ancienne Coruscant, Shimra tente de remotiver ses troupes en leur présentant du coup sa nouvelle garde, Jedi Yuuzhan Vong. C'est un peu un mix des deux en fait. Il a enfin réussi à créer ces fameux Yuuzhan Vong Jedi et il s'en sert du coup comme moyen de propagande. Il finit par recevoir Nom Anor en fin de retour et va le nommer préfet de la planète, malgré la réticence du haut préfet Dratul, qui n'aura que peu d'importance par la suite, il me semble. Malik Kar mène en fait le convoi fameux, très gros, de prisonniers qui viennent de visiblement la moitié de la galaxie conquise par les Vong. Quand l'Alliance attaque, il fait tout pour libérer du coup les prisonniers. Ce seront les Vong qui vont intervenir avec de nouveaux chasseurs de la taille de Kuroskipo, mais visiblement assez puissants, qui vont causer de très gros dégâts à l'Alliance, qui ne vont quand même pas les sauver. L'Alliance est très très nombreuse et réussit à reprendre un grand nombre de prisonniers. Mais une partie des Vong arrive quand même à s'enfuir. Toutefois, les dégâts quand même qu'ils prennent de la part de ces nouveaux chasseurs obligent le Faucon Millennium à fuir vers une direction complètement inconnue en hyperespace. Ce qui est très dangereux parce qu'ils peuvent passer à travers un soleil quand même. Finalement, c'est pas devant ce manque en fait de prisonniers. Shimra a besoin de nouveaux prisonniers à sacrifier. Il va donc décider d'attaquer Kalula. Et c'est manque de bol, c'est là où le Faucon est venu se planquer pour faire des réparations suite à sa fuite de la bataille. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que la force. Mais putain, quelle est vache. Les Vong attaquent donc la planète et l'emportent facilement quand les Mandaloriens, enfin, et ben voilà, viennent leur prêter main forte. Du coup, c'est dirigé par Boba Fett, reconnu par les talents de pilote de Yann. En fait, il se dit, il y a bien que lui pour être aussi dingue, pour faire ce genre de truc. Ah, il me semblait qu'il reconnaissait sa voix. Du coup, il permet, les Mandaloriens permettent du coup au Faucon de s'enfuir et ils vont continuer le combat pour essayer du coup de défendre Kalula, ce qui ne marchera pas. En attendant, sur Zonoma, le climat est devenu complètement hors de contrôle, sans doute à cause du poison et autres. Et Seko tente de reprendre le contrôle petit à petit de la planète. L'avenir de l'Alliance l'intéresse pas trop, et il a peur vraiment que les Vong puissent s'en prendre à Zonoma. Du coup, il préfère éviter de rentrer dans le conflit. Le prêtre Harar finit du coup par reconnaître que Zonoma est la planète natale des Yuuzhan Vong. Mais le prêtre, il est sur... il est sur Zonoma Seko. Il s'est fait embarquer avec Nemin et Yusha. Ouais. D'accord, ok. Il a d'ailleurs... D'ailleurs, il me semble que Nom Anor a tenté de l'assassiner, mais il l'a laissé pour mort alors que c'était pas le cas. Bah, j'ai un mec qui passe son temps à trahir et à s'enfuir, il peut pas tout faire bien. Du coup aussi, il en profite pour dire que si c'est bien sa planète natale, c'est sans doute pour ça que les dieux voulaient pas attaquer cette galaxie. Et donc qu'ils ne soutiennent pas Shimra là-dedans. Et donc du coup, Shimra est bien un traître envers les dieux et son successeur. Et il l'a bien assassiné. Son prédécesseur. Oui, son prédécesseur. Les Jedi sont quand même assez étonnés de voir que le peuple de Zonoma ait pu devenir du coup des guerriers Yuuzhan Vong. Et il se trouve qu'en fait, ils auraient été attaqués par une force étrangère. Du coup, le peuple de Zonoma aurait été obligé de se défendre. Et de guerre de défense en guerre de défense, ils auraient attaqué
extrêmement et pourchasser du coup leurs anciens attaquants au lieu de rester en paix comme ils auraient dû le faire. Et c'est pour ça que leur dieu les aurait coupés de la force comme une sorte un peu de malédiction, ce que je trouve assez étrange. Oui, ça inclut qu'il y a une sorte enfin, il y a un truc mystique au-delà de la force, quoi. Bon, s'ensuit du coup un débat entre Luke et les autres présents sur place sur ce qui est de la nature de la force. C'est soit un tout unique pour Vergéré et je sais plus qui d'autre, Arar je crois. Et pour Luke, lui, il y a bien un côté obscur, il y a un côté clair, deux côtés assez distincts, même si ça fait partie de la force. Du coup, les prisonniers de Kalula, donc comme j'ai dit, ça a foiré, hein, ils n'ont pas défendu comme il fallait, vont être amenés sur l'ancienne Coruscant, Yuzantar, pour le grand sacrifice que Shimra organise depuis un bon petit moment. Shimra vise la nouvelle capitale de l'Alliance, placée sur Mon Calamari, pour en finir avec cette guerre. Au moment du coup que la cérémonie est lancée, des centaines d'humiliés se lèvent et attaquent du coup la cérémonie, sauvant ainsi Kraken et de nombreux prisonniers qui allaient être sacrifiés. Kraken, si vous vous souvenez, c'est un des chefs de prisonniers. C'est Page Kraken, il me semble. Ouais. Les humiliés sont donc déclarés hérétiques par Shimra, qui va en sacrifier 3000. Comme ça. Je sais pas où il les a trouvés, mais... Allez hop 3000 humiliés comme ça sacrifiés pour être déclarés hérétiques. Nashoka, qui est devenu maintenant on va dire le chef de guerre un peu en chef de tout. Il a pris la place de Tsavangla en fait. Ouais, exactement. Doute du coup qu'une attaque sur Mon Calamari soit vraiment efficace et doivent se faire maintenant. Les problèmes avec les humiliés sont assez importants et il se dit qu'il y a peut-être sans doute mieux à faire. Luke va réunir le conseil des Jedi. Enfin non, c'est pas Luke. C'est le conseil des Jedi tout seul, sans Luke justement, qui se réunit sur Mon Calamari pour justement essayer de retrouver Luke et ses compagnons qui sont portés disparus. Enfin, ils savent qu'ils sont sur Zonomaseko, mais ils savent pas où est Zonomaseko. C'est con. On a perdu une planète. Je me demande comment ils se sont débrouillés là-dessus. Ouais. Anne et Leia finissent par rentrer enfin sauf sur Mon Calamari, mais ils sont pas seuls. Le consortium de APS, les vestiges de l'Empire et les schistes sont enfin déjà présents. Je crois qu'il y a un enfant de trop. L'Alliance est donc devenue très puissante. Elle a regroupé toutes ses forces et elle a un plan. On va essayer de défendre Mon Calamari parce qu'ils savent qu'elle va se faire attaquer. Et en même temps, ils veulent essayer d'attaquer Coruscant pour reprendre du coup et gagner sur les deux tableaux. Et en même temps, ils organisent d'attaquer deux Yamosk, dont l'un est sur Kalula. L'autre est sur Tungle. Tungle. J'avoue le nom. Le mec il a tapé un coup sur le clavier. Oh, c'est marrant ça. Ah bah c'est un peu, planète. Du coup, Yann et tout un groupe de personnes, ils sont nombreux, décident de lancer l'assaut sur Kalula pour pour tuer le Yamosk. Ils vont s'y faire capturer. La vache, ils ont pas de chance. Hein. Sur Kalula, là, ils en prennent des défaites. Hein. Ouais. Ils vont être capturés pour être sacrifiés. Mais finalement, au moment où ils s'apprêtent à les sacrifier, le Yamosk meurt, ainsi que la plupart des Vong qui sont sur la planète. Complètement paniqué, la modeleuse qui était censée se charger du truc s'enfuit pour essayer de prévenir Shimra. Il y a eu une merde monstrueuse. Excusez-moi, ils sont morts comme ça, quoi. Ah ouais. Ouais. Pas mal. Calrissian et Card finissent par rejoindre Yann avec l'aventurier errant. Kip, qui du coup était avec Yann, suppose que c'est en fait l'Alpha Rouge. Voilà, la toxine qui avait été développée, qui a justement tué tous les Vong, et que la modeleuse qui est en fuite est déjà contaminée. Le seul souci, c'est que le poison est extrêmement dangereux et tue tous
toute vie végétale sans distinction. Il est en train de tuer tout Kalu là. Clairement. Ouais, donc en gros, il cible pas les humains, enfin les natifs de la galaxie, mais les plantes. Voilà. Du coup, c'est très risqué. Et si elle arrive à rejoindre Shimra, bah, elle tuera tout ce qu'il y a sur Coruscant. Ce qui en ferait une planète morte. C'est con. Ouais. La bataille finale se passera donc sur Mon Calamari. Et là, on fait un lieu. Les pertes sont lourdes, très très lourdes des deux côtés. Mais lorsque Zonoma Seko apparaît enfin près de Coruscant, la totalité de la flotte Yuuzhan Vong décide de fuir la bataille et de s'approcher du coup de la planète. Il faut qu'ils voient cet événement marquant, quoi. C'est une prophétie quand même qui vient de se résoudre. Hein. De nombreux membres de l'Alliance vont se retrouver du coup sur Zonoma Seko, notamment Luke, nombreux Jedi et autres membres de l'Alliance du coup. Luke va leur expliquer ainsi ce qu'est la planète, ce qu'elle vaut vraiment. Les Yuuzhan Vong, eux, restent très en retrait et attendent de voir ce qui se passe. La prophétie est sur le point de se réaliser. Et Shimra a toujours dans l'idée de détruire la planète pour se débarrasser à la fois des Jedi qui sont sur la planète et des dieux, au passage. L'Alliance... Sous-entendu, il veut détruire la croyance, quoi. Oui, parce que visiblement, le type est un athée et du coup, c'est assez étrange. Enfin bon. C'est un athée élu par les dieux. Ce qui pose problème. L'Alliance elle est plutôt partisane. Les Yuuzhan Vong, qui sont du coup les humiliés et les autres, s'entretuer. Ce qui n'est pas le cas de Luke. Lui, il est pour lancer un assaut final, pour finir la guerre. Et on apprend aussi que du coup que l'amiral Akbar est mort. Mais ses funérailles devront attendre un petit peu. De vieillesse. Il est pas mort au combat. Ça reste quand même... Il n'y aura plus personne pour prévenir que c'était un piège. It's a trap. L'Alliance finit par organiser une attaque sur Coruscant. Et c'est Nosh Shoka, toujours, qui va les prendre de vitesse et qui envoie du coup une attaque directement sur Zonoma Seko et sur la modeleuse qu'il sait contaminer. Zonoma va essayer de se défendre en créant des vaisseaux pour les Jedi qui sont sur place. Jaina sera la seule en fait à pas être choisie par les vaisseaux. Parce que les vaisseaux sont à peu près vivants aussi. Et ouais, c'est des spores en fait qui se développent et qui créent des... Lisez Planète Rebelle. Vous apprendrez tout ce qu'il faut apprendre. Nosh Shoka envoie du coup tout le reste de sa flotte pour essayer d'attaquer l'Alliance, qui se regroupe du coup près de Muscave. Devant un tel déploiement de puissance, l'Alliance est facilement débordée et le maître de guerre en profite pour envoyer des renforts sur Zonoma Seko, sachant qu'ils n'ont pas besoin d'être tous là-bas ouais. à ce moment-là. Zonoma Seko se fait donc du coup largement surpasser avec les renforts et ils seront soutenus du coup par les dragons de bataille appiens qui viennent du coup donner un peu de renfort à Zonoma. Luke lui se dit que tuer Shimra c'est le seul moyen vraiment de finir la guerre rapidement et décide du coup d'aller le pourchasser. Une bataille du coup s'engage sur Coruscant. Jacques finit par tomber sur la planète où il sera récupéré par Kraken. Le Faucon Millennium finit par arriver avec à son bord Luke, Yann, Leia, tout le monde quoi, pour affronter Shimra qui va s'engager du coup dans une politique de terre brûlée. L'idée c'est de tuer tout le monde, clairement. Il veut aussi ravager Coruscant totalement parce que si elle est reprise, personne ne l'aura. Il veut donc totalement tout détruire. Nomanor, du coup, se rend compte qu'il y a vraiment un truc qui cloche et que le gars est devenu fou. Et du coup, il décide de prendre clairement son rôle de Yusha et d'être vraiment le prophète des humiliés. Sur la planète, du coup, les Jedi arrivés avec le Faucon et les humiliés luttent ensemble pour affronter les Yuuzhan Vong partisans de Shimra.
Pendant ce temps-là, Luke et ses deux neveux vont essayer de pourchasser Nimrod dans son palais. Arrivés dans la salle du trône, ils finissent par tuer toute la garde de Shimra. Onimi, qui est le bouffon de Shimra, a réussi à s'enfuir, mais il est pourchassé par Jaina, qui le sent dans la force en fait. Ce qui est assez étrange de la part d'Amon Zenwong. Shimra va utiliser le sabre laser d'Anakin Skywalker pour affronter du coup Luke et Jacen. Il sera finalement décapité par Luke et c'est Jacen qui va courir pour essayer de sauver sa sœur qu'il sent en danger. Bah, c'est un peu con de la part de Shimra d'avoir utilisé un sabre laser, sachant que l'inertie d'un sabre laser est complètement différente de celle d'un bâton amphi. En fait, il a utilisé les deux. D'accord, parce que c'était dans le but de perturber un peu les Jedi, mais je comprends pas parce que il a dû se perturber plus lui-même qu'autre chose. Ouais. Au niveau du puits du cerveau planétaire qui du coup s'apprête à détruire la planète sous les ordres de Shimra, va se lancer un terrible combat où du coup tous les héros Jedi et humiliés contre les Vong va avoir lieu. Les Jedi vont réussir à vaincre et du coup le Duriam va être arrêté à temps. Ils ont réussi à sauver Coruscant. Ouais, plus un point. Luke finalement est retrouvé blessé par le bâton amphi en fait dans la salle du trône. Du coup les humiliés vont le conduire auprès d'anciens modeleurs pour tenter de le soigner. Ils sont cool ces humiliés. Ouais. La nouvelle de la mort du Seigneur suprême va réussir à ramener le calme sur le Coruscant. En gros, quand on dit c'est bon, vous n'avez plus de chef, c'est fini, les Yuuzhan Vong posent les armes. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Onimi a réussi à capturer Jaina, qu'il prend pour une déesse, la déesse de la tromperie. Il lui apprend en fait qu'il contrôle, grâce à des implants de Yalmosk qui s'est fait installer au cours de sa vie, qui l'a conduit à devenir un humilié, mais il a quand même réussi à fusionner un peu en partie avec. Du coup, il peut contrôler les esprits des gens, et notamment de Shimra. Et oui, c'était lui le vrai méchant. Il va réussir à faire décoller une citadelle. La citadelle, je sais pas de quelle citadelle. En fait, c'est le palais de Shimra, quoi. C'est le palais de Shimra, il va réussir à le faire décoller, parce que c'est en fait un putain de vaisseau. Jacen, qui vient d'arriver pour sauver sa sœur, finit par l'affronter. Avec une terrible fusion. Disons que Jacen n'a même pas besoin vraiment de le combattre. Il a une telle présence dans la force que rien que par ça, il arrive à abattre Onimi. Rien que par sa présence dans la force. Il est badass. Et surtout extrêmement dangereux. Oui, tout à fait. Onimi étant mort, il n'y a plus de contrôle sur le vaisseau et du coup il s'apprête à s'autodétruire. Du coup toutes les personnes présentes tentent de s'enfuir dans une capsule de sauvetage en laissant Nomamor être détruit avec la forteresse. Parce qu'il a encore une nouvelle fois tenté de trahir des gens. Purée mais merde. Il aurait pu devenir un héros et tout et... C'est dommage. J'ai 47 traîtrises à mon actif. Comment voulez-vous que je fasse confiance ? Du coup, quand Noshoka apprend finalement la mort de Shimra, il se dit c'est la fin et il propose du coup aux Yuuzhan Vong qui sont sur place de se rendre ou de se suicider. À eux de choisir. Zone Masiko finit par être sauvé et les Vong qui sont du coup sur la planète vont s'y sentir comme chez eux. Et la guerre est donc finie. Une guerre qui a quand même été extrêmement meurtrière. Il y a eu 365 millions de milliards de morts, dans 365 000 milliards de morts au total, ce qui fait quand même extrêmement beaucoup. Ouais. Jetiko Seishu se retire du coup de tout ce qui est militaire. Il y a eu aussi beaucoup de changements politiques et autres. Il me semble que c'est bon, ils ont un président et tout.
Bah oui, Kalomas a été élu, donc lui, il reste en place. De toute façon. Et du coup, s'organise quelques négociations de paix auxquelles vont les assister Yuuzhan du Vong. coup, voilà, avec les Yuuzhan Bah, Vong, ça concerne auxquels vont principalement assister les Yuuzhan Vong, d'ailleurs. Pellaeon. Bah oui, clairement, c'est des traités, ils ont été vaincus. Maintenant, on leur fait signer un traité, quoi. Au cours de ce traité, du coup, on va y voir Pellaeon, Kalomas, Kefray, Luke Skywalker et Wedge et tous les autres généraux. Le compromis du coup qui va être trouvé, ça va être Noshoka qui doit réussir à convaincre tous les autres Yuuzhan Vong qui voudraient encore se battre de libérer du coup les mondes qu'ils ont occupés. Tous les modeleurs qui les recrutent doivent aider Jacen à soigner Coruscant, qui a été quand même pas mal perturbé par les différents La Vong formation. Voilà, par la Vong formation et tout ça. Les Yuuzhan Vong du coup ont le droit de se reposer enfin sur Zenomaseko, qui est leur planète d'origine, qui est en fait qui n'est pas en fait la planète d'origine des Vong, mais sa fille. Me demandez pas comment une planète peut avoir une fille, mais le fait est que c'est le cas. Et ils pourront du coup partir vers les régions inconnues en paix, chez eux. Et donc du coup tout est bien qui finit bien. Noshoka du coup finit par accepter ces termes. Ouais, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Yuuzhan Vong, au-delà d'être un peuple guerrier, c'est surtout un peuple nomade qui saute de galaxie en galaxie, ravage une galaxie, il passe à la suivante. Donc du coup, là ils ont plus vraiment de chef. Enfin, ils ont Ashoka, mais ils ont plus vraiment de chef de seigneur suprême. Ils ont subi beaucoup de dégâts, donc du coup, ils vont habiter puis même sur comme ils le Zenomaseko. disent, mine de rien, les Yuuzhan Vong n'étaient pas un peuple guerrier à la base. Évidemment, c'était un peuple plutôt de paix. Tout à fait. Et la guerre les a conduits et ils sont devenus ce qu'ils sont à force de faire des guerres, trop de guerres en fait. Du coup, on leur dit d'essayer de retourner à leurs origines grâce notamment à Seko, qui va essayer de les guider vers la paix en fait. Ouais. Luke essaie de réunir du coup tous les Jedi qui sont encore vivants. Il y en a quand même une bonne moitié qui sont morts lors de la guerre. Et il veut parler du futur de l'ordre Jedi. Leur mission du coup de gardien de la paix est toujours valable. Le nouvel ordre va désormais du coup essayer de s'installer sur Ossus. Jacques Fell va être nommé diplomate auprès de l'ordre pour pouvoir rester auprès de Jaina. Tekil, Dani et Tairi décident de rester sur Zenomaseko et vont donc partir avec les Yuuzhan Vong dans les régions inconnues. Et les vestiges de l'Empire rejoignent du coup officiellement l'Alliance Galactique en tant que partie entière. Et on arrive enfin à la fin du nouvel ordre Jedi. Obi-Wan ne peut plus l'aider, mais la Force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Alors, notre conclusion sur ces 19 bouquins, mine de rien, parce que... Enfin, 19. Il y a 19 bouquins qui sont parus aux éditions Fleuve Noir. On a un peu plus de... on en a un peu plus si on prend en compte les petits romans ou même les BD qui étaient, on va dire, entre deux bouquins. Ouais, entre les bouquins. Voilà, mais qui n'ont pas de réelle influence. On a eu un épisode sur, par exemple, Jaina qui avait beaucoup souffert de la mort d'Anakin et du coup de la perte de la disparition de Jacen, qu'elle supposait mort lui aussi. Du coup, disons que, étant donné qu'elle a ressenti un lien avec la Force avec lui depuis le début, je veux dire, ils sont nés comme ça, en ayant un lien dans la Force. Du coup, quand elle a senti ce lien rompu, elle pouvait plus. Pour elle, c'était fini, quoi. Il était mort. Voilà. Il n'y a pas moyen que ce soit autre chose. Tout à fait. Donc, et il y avait eu une petite histoire sur le fait qu'elle sombrait plus ou moins du côté obscur, mais ça, c'était vraiment centré sur le personnage de Jaina et ça avait assez peu d'impact sur le déroulement de la guerre. Après, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très utiles. Je veux dire, les petites péripéties, les intrigues politiques déjà. Les intrigues politiques internes à l'Alliance et
à la République et à l'Empire s'ils sont nécessaires. Mais les intrigues politiques sur la planète des Chiss, sur Bakura ou sur Galantos, techniquement on s'en fout, ça n'a rien à faire là. C'est juste... Même dans le consortium d'Apes, des fois. Consortium d'Apes c'est un peu différent parce que ça aura plus d'impact. Ça aura plus d'impact par la suite puisque. Je veux dire les intrigues qui se font eux-mêmes pour essayer et qui foirent, notamment avec la grand-mère et la fille. Là. Oui, mais justement, là tout de suite ça n'a pas d'impact, mais ça aura effectivement de l'impact par la suite. C'est une série qui est quand même relativement longue, relativement dense en termes de contenu. C'est notre 5e si on compte le prélude, c'est notre 5e émission dédiée exclusivement au Nouvel Ordre Jedi. C'est 19 bouquins Fleuve Noir sur les 110 parus. Donc on est entre 15 et 20% de contenu en fait de romans. 20% de l'univers étendu, voilà. C'est cette partie-là quoi. Voilà. C'est quand même assez important. C'est gros. Après, ce qu'on voit pas tout de suite. Ça va en dégraissant au fur et à mesure des années, vu qu'ils rajoutent des bouquins, mais. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on voit pas tout de suite, là, dans l'histoire, c'est que tout ce qui s'est passé pendant cette guerre aura un impact assez énorme par la suite, notamment du fait des planètes qui ont subi des modifications. Parce qu'on parle de Coruscant qui a subi une Vong formation, mais c'est pas la seule planète à avoir été modifiée. En fait, presque toutes les planètes qui ont été conquises par les Vong ont failli subir une Vong formation. Quoi. Voilà, elles n'ont pas subi des grosses modifications en profondeur. Ça prend du temps, mine de rien. Parce que ça prend du temps, ils n'ont pas forcément les ressources de le faire pour chacune. Là, c'était vraiment le cas exceptionnel. Transformer la capitale pour en faire leur nouvelle capitale. Du coup, c'était un marqueur assez fort qu'ils voulaient faire. Mais on l'a vu sur Yavin 4, par exemple, quand Anakin et Tahiri, quand Anakin et Voirapung vont essayer de libérer Tahiri, il y a des habitations Vong, il y a des complexes Vong. Ils n'ont pas modifié le reste de la planète, mais il y a des nouvelles créatures qui sont apparues. Ils ont relâché quelques expérimentations foireuses dans la nature. Enfin, il y a des trucs un peu chelous. Ils n'ont pas modifié la planète en elle-même, mais ils ont introduit des nouveautés. Par la suite, les Yuuzhan Vong vont prendre une part assez importante dans l'histoire, puisque, entre autres, les modeleurs vont continuer de travailler avec notamment l'Ordre Jedi pour restaurer, c'est le mot juste, restaurer des planètes qui ont subi de graves modifications. On voit notamment surtout dans la période Legacy où on a une modeleuse au centre de l'intrigue, il y a une histoire d'une modélisation, on va dire, qui a foiré et on incrimine les Vong, mais alors qu'en fait quelqu'un d'autre a saboté le projet. Ils seront là, ils seront toujours en arrière-plan. C'est clair que dans le prochain épisode... Maintenant, ils font partie de l'univers étendu, clairement. Quoi. Donc de temps à autre... Ils ne sont pas juste oubliés une fois que c'est fini. Oui, donc de temps à autre, on va recroiser des Vong, certes en moindre importance, puisque... En fait, de la même importance qu'on voit d'autres races... c'est ça, tout à fait. Même moins, parce que... il y a beaucoup de races étrangères. Il y a beaucoup de races étrangères. On les voit comme, surtout les Yuuzhan Vong sont un peuple qui ont fait extrêmement de mal à toute la galaxie. Donc du coup, ils sont difficilement acceptés par les autres. Un mec qui débarque sur Mos Eisley, un Yuuzhan Vong qui débarque sur Mos Eisley juste pour aller boire un verre à la cantina, c'est un Vong mort. C'est un Vong mort. Il ressort pas vivant, le bonhomme. C'est clair et net. Après, il y en a qui seront protégés, notamment les modeleurs, pour leur assistance aux Jedi et parce qu'on a besoin d'eux, République, voilà. Mais globalement, c'est à peu près tout. Après, on a résumé, on a vraiment beaucoup résumé l'histoire. Oui, on voulait pas passer 3 heures par livre. Hein. On y a déjà passé beaucoup de temps, c'est clair. C'est quelque chose d'assez énorme déjà en termes de boulot à faire, parce que il a fallu quand même vérifier les informations. Alors c'est vrai qu'il y a toujours des petits trucs qui sont passés à la trappe. Cela dit, moi je suis assez content de ce qui a été fait
sur tous ces épisodes. Sur le si boulot vous avez fourni. des trucs à rajouter, n'hésitez pas. Hein, Voilà, mettez vos détails dans, je sais pas, dans des commentaires, partout où vous voulez. Ben, généralement, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, pour faire des commentaires directement sur les épisodes, qui utilisent le blog, donc starwars-podcast.com directement. Donc dans les commentaires d'épisodes, vous pouvez rajouter vos corrections éventuellement, qu'on précisera dans les épisodes après. Ou simplement des précisions. Hein, si vous dites, Voilà. tiens, vous n'avez pas parlé de ça, mais c'était aussi intéressant. Et on pourra en reparler, ça c'est pas gênant. On refuse pas de revenir sur la période, on fera pas un truc aussi gros, hein, mais on refusera pas de reparler de la période. Après, si vous avez autre chose à dire, qui ne concerne pas spécialement l'épisode, le mieux pour ceux qui peuvent, soit vous parlez toujours dans les commentaires, mais disons que quand c'est l'avantage des commentaires du blog, c'est que ça passe sur un épisode et on a les commentaires consécutifs à un épisode. Si c'est pour rajouter des trucs, dire ça serait bien que vous parliez de ça, et que c'est pas en lien avec l'épisode, passez plutôt par Facebook. C'est plus indiqué, hein, donc là c'est Star Wars l'univers étendu entre parenthèses podcast. De toute façon, si vous tapez Star Wars l'univers étendu dans la barre de recherche, il y en a deux. Il y en a un qui publie des photos et l'autre c'est nous avec le podcast entre parenthèses, donc vous trouverez ça assez facilement. Il y en a un qui a l'image, l'autre qui a l'audio. Voilà, c'est ça. Concernant la suite à donner à ce podcast, donc on n'a pas fini, hein, on est assez loin d'avoir terminé quand même. Le mois prochain, on va enregistrer sur la guerre de l'Essaim, puisque de toute façon c'est ce qui est immédiatement consécutif et qui est une conséquence du nouvel ordre Jedi. Pas trop tôt pour les héros. Non, pas trop tôt. Mais il y a quelques années d'écart, hein. Je crois qu'il y a 5 ans d'écart entre le nouvel ordre Jedi et la guerre de l'Essaim, à vérifier, mais je redonnerai les chiffres exacts. Donc là on finit, on est en plus 29 après parce que c'est vrai qu'on a pas mal oublié, du coup, vu qu'on a fait ça sur beaucoup d'épisodes, on a pas mal oublié l'aspect temporel. Donc la guerre a duré un certain nombre d'années, ça s'étend de 24 à 29, je crois qu'elle a duré 5 ans, de 24 à 29 après j'ai oublié le 24 à 29 après la bataille de Yavin, voilà. C'était ça que tu cherchais ? Ouais, c'était ça que je cherchais. Après, donc, on aura la guerre de l'Essaim, puis on aura l'héritage de la Force, qui est une série terminée aujourd'hui. Et on aura en score après le destin des Jedi. Il y a 2-3 petits trucs qui sont en train de se mettre en place sur le podcast. On en reparlera plus la prochaine fois. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, autre chose qui n'a rien à voir avec le podcast, mais qui a à voir avec Star Wars et de manière générale avec la science-fiction. Au fin mai, le 31 mai et le 1er juin à Lyon, pour ceux que ça peut intéresser, il y a... Qui sont pas loin. Pour ceux qui sont pas loin, tout à fait. Il y a le Star Geek Universe 2 qui est un petit événement. La première édition a eu lieu l'année dernière, était sur un seul jour. Et là, à la demande en fait, des participants, on est passé sur 2 jours parce que les gens ont vraiment apprécié l'événement. C'est pas très gros comme événement, c'est assez, on va dire, assez intimiste. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais on peut découvrir plein de choses. Il n'y a pas 20 personnes non plus, hein. Il y a quand même du monde. Non, il y a on du n'est pas 2000 non plus, quoi. Ah non, c'est clair. Donc cette année, le Star Geek Universe 2 a une partie fantasy extension, c'est-à-dire que l'année dernière c'était purement de la science-fiction, cette année on fait science-fiction toujours, mais on met en face de la fantasy, donc tout ce qui est Seigneur des Anneaux, les trolls, les gobelins dans les souterrains et tout ce que vous voulez. Donc c'est 2 jours. Alors qu'est-ce que vous pouvez retrouver il y aura un espace de jeux vidéo. Alors il y aura des tournois, il y aura
Vraiment probablement, alors on n'a pas tout à fait le détail du planning, mais probablement un tournoi Street Fighter versus SNK2. Il y aura des jeux de plateau de tout type, hein. Vous pourrez retrouver des jeux de type Trône de Fer, il y aura même des jeux de cartes Trône de Fer pour ceux que ça intéresse. Pas mal de trucs. choses. Ouais, sachant que par exemple le jeu vidéo, on est dans une 40 plateformes différentes, que ce soit sur borne d'arcade ou en console. Ça va il y aura de tout, il y aura du rétro gaming jusqu'à PS3 et Xbox 360. Je pense pas de PS4 ou d'Xbox One, mais on sait jamais. Et il y aura toute une partie quiz activité, où il y aura des projections de vidéos. Les participants pourront faire des quiz pour remporter des lots, et notamment un quiz Star Wars univers étendu assez costaud, où j'attends vraiment, c'est moi qui ai réalisé le quiz, j'attends vraiment un challenger, parce que surtout ceux qui y ont tenté, beaucoup se sont plantés dès la première question, et sinon ça va pas dépasser la 5e question. Mais je crois qu'il faut que je revoie la difficulté du test, parce qu'il est un peu trop balèze. Mais s'il y a des gens qui veulent tenter, si vous êtes joueur, mais il faut avoir de très bonnes connaissances, hein, sur l'univers étendu de manière générale. Logiquement, rien qu'en faisant ce podcast, on pourrait réussir 10 questions. Facilement. Il faut quand même s'y connaître. Hein. Ouais, effectivement, il y a la toute dernière question, parce que c'est sur le principe de qui veut gagner des millions, donc il y a 15 questions. La toute dernière question, c'est à la fois de la déduction, et si on ne sait pas, on peut pas vraiment le deviner, quoi. Mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même en éliminer, au moins en éliminer 2 par connaissance, et au moins déduire dans les 2 qui restent quelle est la bonne réponse. Donc voilà, donc vous n'hésitez pas à vous rendre sur le site g2l2corp.com pour ceux qui veulent des informations. Il y a une page Facebook Stargeek Universe 2 où vous pourrez retrouver. Qui se passera du coup l'adresse L'adresse, c'est à l'école Supinfo de Lyon. Je n'ai pas l'adresse exacte parce que c'est loin encore, c'est 31 mai, c'est dans un mois et demi. Donc probablement je redonnerai ça plus d'infos, mais c'est à l'école Supinfo de Lyon pour ceux qui veulent retrouver ça. Voilà, et je crois qu'on en a fini avec ce podcast. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà, oui, pour cet épisode, hein, j'entends. Nous reviendrons. Donc on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. voilà, et on vous dit à la prochaine. Ciao. Salut.